Good morning everybody. Le docteur Randoredotto depuis la cour du palais communal de Conseil. J'espère que vous vous portez tous merveilleusement bien. Aujourd'hui, j'ai trouvé le temps de vous produire une petite vidéo, alors je l'ai produite. Et de quoi allons à fond dans cette vidéo. Permettez que je rappelle que je souhaite la bienvenue aux nouveaux inscrits sur cette chaîne sur les chroniques de l'Apocalypse. Et comme le font les grandes chaînes YouTube, rappelons très brièvement la ligne éditoriale de cette chaîne-ci, des chroniques de l'Apocalypse. Ici, nous parlons justement des chroniques de l'Apocalypse, de cette époque charnière de l'histoire de l'humanité qui est la période des révélations. Nous parlons en gros de la destinée cosmique de l'humanité, la destinée cosmique de l'humanité. Et il s'agit pour nous justement d'apprendre, de redécouvrir de nombreuses clés spirituelles, métaphysiques, qui nous permettent non seulement de comprendre ce qui se passe dans nos vies, autour de nous, c'est-à-dire à l'échelle individuelle, mais tout aussi à l'échelle collective, nationale, internationale, cosmique carrément. Parce que comme vous le savez si bien, ou du moins comme le savent si bien les personnes qui se sont dédiées un temps soit peu à l'exégèse sacrée, toutes ces choses qui se passent aujourd'hui ont été annoncées il y a bien longtemps, il y a fort longtemps. Il y a de nombreux textes prophétiques qui décrivent assez clairement, pas dans le détail bien entendu, qui décrivent assez bien ce qui se passe autour de nous, toute cette décadence, toute cette dégénérescence, toute cette barbarie, toute cette brutalité que l'on peut voir autour de nous. Et les chroniques de l'Apocalypse, justement, c'est une chaîne dédiée à l'observation, à l'analyse, à l'explication, disons, à l'éclairage des personnes, des masses quelque peu confuses, pour utiliser un euphémisme, sur l'expérience qu'elles vivent dans ce plan de matérialité. Et évidemment, je ne voudrais absolument pas sembler présomptueux, mais comme d'habitude, ici, en regardant ces vidéos, vous y trouverez de nombreuses clés de nombreuses clés de compréhension de bien de choses qui nous arrivent à l'échelle collective. J'en profite aussi pour remercier non seulement tous les résidents de la commune de Conseil, vous tous les abonnés, tant les anciens, les plus anciens que les nouveaux, mais aussi et surtout les protecteurs de la commune de Conseil, ceux-là qui, grâce à l'aide qu'ils m'apportent sur Patreon par exemple, contribuent de façon inestimable à la survie de cette chaîne. Je vous remercie du fond du cœur. Sans plus attendre, commençons. Êtes-vous au courant de la polémique raciste autour de la chanteuse française Aya Nakamura, devenue franco-malienne dans plusieurs articles? Pourquoi, pour vous, il est insupportable d'imaginer qu'Aya Nakamura chante pour cette cérémonie d'ouverture des JO Paris 2024? Parce que je crois que Aya Nakamura représente bien peu l'identité française, et je ne suis pas le seul à le dire. Parce qu'elle est noire? Ah, pas du tout, non. Mais on a quand même le droit de dire qu'on aurait pensé que peut-être quelqu'un d'autre aurait pu être choisi sans être voué aux gémonies. Enfin... Excusez-moi, la France qui ne chante pas français, parce que cette chanteuse, on aime ou on n'aime pas, mais elle ne chante pas en français. D'ailleurs, je vois bien que les Français, dans ce sondage, révèlent qu'ils préféraient avoir Jean-Jacques Goldman, Florent Pagny. Et d'ailleurs, vous voyez bien que c'est pas du racisme, parce qu'ils citent même d'ailleurs Sofiane. Sofiane, en l'occurrence, chante en français. Ouh là là, ouh là là. Commençons par résumer le problème. Il se trouve que la chanteuse française d'origine malienne, africaine, la chanteuse black en tout cas, Aya Nakamura a été choisie pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques l'année prochaine, je crois bien. Bref, cette année ou l'année prochaine, peu importe. Et du coup, beaucoup de Français ne sont pas très contents. Ils sont vraiment emmerdés par ce choix. Et là, vous venez de voir, par exemple, les interventions de Jean de Messia, de Bachelot et
de Le Pen, Maréchal Le Pen. Mais je crois que je vais me limiter aux commentaires de Messia et de Le Pen. Ils sont plutôt édifiants. Ils sont édifiants, ils sont très parlants. Et en fait, ils ont ceci de commun que, pas seulement le fait que ce soit qu'il s'agisse de deux représentants de l'extrême droite française, mais aussi, ils ont ceci de commun que tout en affirmant que la chanteuse qui a été sélectionnée n'est pas très représentative de l'identité française, ce qui n'est pas faux, en fait, ce qui n'est pas faux. Mais à côté, ils font tout pour souligner le fait que leur position ne soit pas raciste. À la place de raciste, on va dire même morophobe, négrophobe, morophobe, disons ça comme ça, c'est-à-dire ne partent pas d'une position de haine à l'égard des personnes de couleur. Ce qui en fait est une dénégation dans les deux cas. En psychanalyse, on va parler de dénégation. En fait, ils savent parfaitement, ils savent précisément que ils savent très bien, dans le fond, que c'est précisément parce qu'il s'agit d'une chanteuse, pardon, de couleur qu'ils ont justement ces positions quelque peu extrémistes. Je vous assure, ça part d'une hostilité à l'égard de la couleur de peau de la personne. Mais en ce qui concerne le fait de la non-représentativité, en ce qui concerne le fait que Aya Nakamura ne soit pas très représentative de l'identité française, on va dire l'identité française de souche, ce n'est pas complètement faux. Cependant, il faut tout de même dire que ce choix est représentatif de quelque chose d'assez visible. On pourrait parler du changement de la société française ou alors de la décadence, ben, ça dépend. Personnellement, j'opterais beaucoup plus pour la décadence. J'opterais principalement surtout pour le fait qu'un tel choix soit représentatif du processus de décadence, de déchéance, mais pas que de la société française, du monde entier, et pas pour les raisons que vous croyez. Absolument pas pour les raisons que vous croyez. Mais avant de vous présenter les raisons pour lesquelles c'est en effet un symbole de décadence et de déchéance, pas que de la France, mais de l'humanité entière, permettez que j'établisse, qu'on revienne sur certains petits points, qu'on souligne certains éléments importants. Déjà, il y a le fait que ces représentants, ces politiciens, ces politicards, bien entendu, ont ces positions du fait de leur hostilité à l'égard de la couleur de peau de cette chanteuse. Ça, je l'ai déjà dit. Mais il faut aussi dire une chose, et là, je vais reprendre très volontiers mon très cher oncle Mouteba Akasanzi, qui pendant nos discussions dit très souvent, en fait, s'il est un pays, s'il est une nation sur la face de cette terre qui ne peut, qui ne saurait, qui ne pourrait aucunement se permettre d'être raciste, d'entretenir une haine à l'égard des personnes de couleur ou à l'égard des Africains en général, ce serait bel et bien la France. La France ne peut pas se permettre d'être raciste, ne peut pas se permettre d'être morophobe, absolument pas. À dire la vérité, et cette position, une fois de plus, cette observation, je la dois à mon oncle Akasanzi. La Pologne pourrait encore se permettre d'être raciste, morophobe. La Pologne, la Slovénie, les pays baltes, ces pays-là encore pourraient se permettre d'être racistes, c'est-à-dire d'entretenir une certaine hostilité à l'égard des étrangers, à l'égard des Noirs, à l'égard de qui ils veulent. Mais pas la France. À côté de la France, il y a d'autres pays. La France, l'Espagne, le Portugal, bref. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne devrait pas. On sait que ce n'est pas, bien entendu, très peu de personnes en sont conscientes, ou bien très peu de personnes l'admettront, mais la France ne peut pas se permettre d'être raciste. La deuxième chose à dire, c'est à souligner,
c'est une chose sur laquelle je reviens très très souvent. Le fait que les politiciens, tous ces politiciens-là, dans le monde entier, en fait, n'ont absolument pas à cœur vos intérêts. Ils s'en fichent complètement. Ils ne sont là que pour du business, pour du fric. Ah oui. En fait, ils se pavanent à la télévision, ils font de grands discours sur l'identité dans le seul but de jouer sur les cordes sensibles des personnes, sur leurs émotions, pour les manipuler et ce faisant les distraire des véritables problèmes. Et une fois de plus, même les représentants, ces fameux représentants de l'extrême droite qui, en général, semblent avoir vraiment à cœur, semblent vraiment défendre du fond de leur cœur les intérêts de leurs compatriotes, en réalité, ils n'en ont cure. En réalité, ils sont c'est exactement les mêmes traîtres que les politiciens de gauche. C'est exactement les mêmes traîtres qui ne sont là que pour la politique. Pour eux, c'est un métier. C'est faire du fric. Et quitte à mentir, à trahir, à manipuler pour se faire du fric, ils le feront très volontiers. À côté de cela, il y a ceci que ces gens-là ne sont pas du tout libres. Pas du tout. Il y a simplement des sujets qu'ils ne peuvent pas toucher. Il y a des sujets qu'ils se gardent bien d'affronter parce qu'ils savent. Parce qu'ils savent que les véritables éminences grises qui dirigent la France, qui dirigent le monde, ne le leur pardonneraient jamais de toucher certains sujets, les vrais sujets qui concernent justement cette lente marche de l'humanité vers un destin tragique, vers l'abattoir, vers ce destin tragique vers lequel le Seigneur ténébreux, Iblis, nous amène lentement mais sûrement. Ces gens-là, ces politiciens-là n'oseront jamais s'attaquer, disons, à l'élite bancaire, par exemple, du monde. Ils n'oseront jamais s'attaquer à un certain groupe de personnes que nous n'allons pas nommer pour l'heure, en attendant de trouver un nom de code. Ils ne s'attaqueront jamais à ces personnes-là. Ils sont là, ce sont des agents de distraction. Ce sont des agents de distraction. Mais avant de vous révéler, de vous dire justement les raisons pour lesquelles, à mon sens, ce qui se passe, cette polémique, ou bien le choix d'Aya Nakamura, n'est que le signe d'une décadence, d'une dégénérescence, d'une perversion qui ne concerne pas que la France, mais le monde entier. Avant justement de vous révéler cela, une fois de plus, je voudrais vous exhorter à vous abonner et si possible à liker cette vidéo pour qu'elle puisse être vue par autant de personnes que faire se peut. Alors, pendant que les politiciens, notamment ceux d'extrême droite, s'amusent à réchauffer les anciennes polémiques sur l'identité, en réalité, ils vous distraient, et bien entendu avec aussi l'appui des politiciens de l'autre camp, qui dans ces débats, dans ces polémiques, ne sont pas plus attentifs, ne sont pas plus alertes au véritable drame que leurs compères de droite. Donc pendant que les gars de droite, ces politiciens de droite, réchauffent ces polémiques sur l'identité, en réalité, ils vous distraient. Ils vous distraient du véritable drame qui se joue sous vos yeux. Il m'est arrivé de nombreuses fois d'attirer votre attention sur cette personne qu'est Aya Nakamura, que vous pouvez voir sur votre écran. Regardez bien les traits de ce visage. Regardez-les bien. Analysez-les, mes chers amis. Et pour ceux qui m'écoutent depuis longtemps, du moins qui est peut-être sur la dernière année, vous êtes, il m'est arrivé de mentionner, de faire cette hypothèse dans au moins 2 vidéos. Mais regardez bien le visage de cet individu. Qui voyez-vous? Ou bien, que voyez-vous?
Observez très attentivement. Prêtez attention aux détails de ce visage. Aux mâchoires, à la grandeur de la tête, des yeux, du front. Et si ça ne suffit pas, prenons donc une autre photo. Regardez donc, mes chers amis. Ouvrez bien grand vos yeux ou débarrassez-vous de vos œillères. Que voyez-vous sur cette photo? Comparez la largeur de ce crâne par rapport à la largeur totale d'une épaule à l'autre. Regardez bien, observez. Êtes-vous capable de voir la puissance masculine dans cet être, de cet individu? Vous devriez, si vous n'avez plus vos œillères. Observez bien. Vous n'êtes toujours pas convaincu. Eh bien, considérons donc cette autre photo. Bien entendu, je vous exhorte à, à détourner votre regard des poches de lait, parce que ce clivage, en fait, est mis comme ça, est mis en premier plan comme ça, précisément pour distraire l'attention de beaucoup. En fait, ces poches de lait, ça peut se mettre partout, virtuellement partout aujourd'hui avec les thérapies hormonales. Entre les thérapies hormonales et la chirurgie esthétique, je vous garantis que un tel clivage, n'importe qui ayant assez de fruits peut se l'offrir. Donc, je vous exhorte à dépasser ce clivage-là pour prêter attention, par contre, à ses mains. Regardez ces mains-là. À moins d'être une dame qui a travaillé dans des champs pendant de longues années, il est assez difficile pour une gynophore d'avoir des mains si larges, d'avoir des mains si massives. Regardez ces mains, regardez ce visage. Est-ce que vous réussissez? Est-ce que vous arrivez au point vers lequel je suis en train de vous aimer? Est-ce que vous réussissez à percevoir l'hypothèse que j'essaye de formuler? Observez bien. En fait, oui, c'est précisément ce que vous craignez. Mais par mesure de sécurité, par précaution d'usage, nous allons formuler la chose comme une hypothèse. Il y a de très fortes chances qu'en réalité, Aya Nakamura soit une Andromède. Et il y a de fortes chances, et les éléments anatomiques sont là pour le prouver, pour qui a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Il y a de fortes chances qu'en réalité, Aya Nakamura soit une Andromède. Donc en fait, tandis que les politiciens, ces politiciens d'extrême droite, essayent de faire croire que le problème dans ce choix, serait la remise en cause, en question de l'identité française, ou bien le fait qu'elle ne représente pas l'identité française, en fait, ce n'est pas là le problème. Le véritable problème, c'est qu'en réalité, les Andromèdes, qui, bien entendu, sont déjà mainstream, de plus en plus, il est presque impossible de les critiquer ou bien d'exprimer une quelconque opinion contraire à leur position, mais ils sont en train de pousser la chose dans notre cran. Ils sont en train c'est ce que Alice Bailey appelait, comme je vous l'ai dit parfois, l'externalisation de la hiérarchie. C'est-à-dire que cette lente initiation à la religion des seigneurs ténébreux, une lente initiation des masses. De plus en plus, ils se révèlent au grand jour. Ils se révèlent au grand jour. Il y a 1 ou 2 décennies encore, c'était assez caché. La plupart de ces Andromèdes et Junomales se cachaient ou bien ne se montraient que sous de faux jours. Ils ne dévoilaient pas de façon explicite comme ça leur identité. Aujourd'hui, il y en a encore beaucoup qui se cachent, mais qui n'hésitent absolument pas
comment dire, à promouvoir leur religion au vu et au su, de tout le monde. En fait, ça devrait être ça, sauf que les masses qui ont été complètement lobotomisées dans la plupart des cas, les masses en général, sont délicieusement incapables de se rendre compte de la manipulation qu'elles sont en train de subir. Et à côté, vous avez justement les politiciens qui se mettent là à faire du remous, à faire du bruit sur des sujets qui ne sont même pas ceux qui devraient représenter les points focaux du problème. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en réalité, oui, ce choix est un symbole de décadence, de dégénérescence, mais pas que de la France. C'est un symbole de défiance, c'est un symbole de la destruction progressive de l'humanité, du plan de rédemption qui fut conçu par l'Éternel. Ah oui, mes chers amis, absolument. Et vous savez, ces gens, ils opèrent pour le Seigneur ténébreux. Et pour ceux parmi vous qui vous vous rappelez peut-être du concept que j'ai introduit il y a quelques années sur la disponibilité perpétuelle de la vérité. En fait, ces gens se donneront toujours la peine de nous dire ce qu'ils font, de façon détournée, de façon cachée, mais ils le diront quand même. Pourquoi l'Éternel permet cela? Parce qu'après, ceux qui devront être sauvés, ceux qui connaîtront le salut, devront être des personnes qui auront eu la bonne foi, la diligence de rechercher vraiment l'Éternel, motivés bien entendu par la bienveillance envers son prochain et le désir profond de justice et de vérité en tout et pour tout. Du coup, ces vérités sont là, mais elles sont cachées, elles sont détournées, et ne peuvent les voir que ceux qui mériteront vraiment de les voir. Ah oui, et dites-vous bien, mes chers amis, que quoi qu'il y ait des personnes comme le Dr Rando ou d'autres encore qui aident les masses à décrypter, à détruire justement tous ces voiles de mensonges et tout, garantis qu'il y en aura toujours, et c'est le grand nombre qui sera convaincu sans même se donner la peine de mener une quelconque investigation, qui sera convaincu de ceci que le docteur Rando serait en train de raconter, sera en train de dégoiser des fadaises. Et justement, en retournant sur le décret sur la disponibilité perpétuelle de la vérité, ils nous le disent à travers des cérémonies, des festivités, à travers les cirques qu'ils organisent encore pour distraire les masses, ou bien dans certains articles où ils mettent ces éléments, ces points-là, ils déclarent ces choses-là, mais de façon subliminale. Je vous ai parlé de, par exemple, comment il s'appelle dernièrement, l'acteur qui interprète le rôle de Thor, qui racontait cet épisode dans lequel sa mère lui aurait, pendant lequel sa mère lui aurait dit qu'en réalité, il était, comment il avait formulé, qui était sa fille préférée ou la dernière de ses filles, quelque chose du genre. Elle déclarait qu'elle avait toujours vu celui qui semble aujourd'hui un homme, avait toujours vu comme sa chère petite fille. Et là, par contre, toujours suivant cette approche, je suis tombé sur un article qui était très intéressant, dont je vais vous lire le titre. La chanteuse Aya Nakamura élue homme de l'année. La chanteuse Aya Nakamura élue homme de l'année. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. C'est un message codé qu'ils s'envoient entre eux. Ils sont de dire à leurs compères infiltrés dans toutes les institutions nationales et internationales, sachez qu'il s'agissait là, c'est l'une d'entre nous, c'est l'une des nôtres. Et par la même occasion, c'est aussi l'opportunité pour les chercheurs de vérité de se rendre compte de ce qui se passe, de se rendre compte du véritable drame. Le véritable drame, qui n'est pas la remise en question de l'identité française, mais la remise en question de l'identité humaine, de l'identité de l'humanité. La remise en question de l'identité de l'humanité. Une chose qui est simplement horrible. L'Éternel a conçu ce plan de matérialité avec
2 sexes. Il n'y en a que 2. Seulement, ces personnes, ils ont pour but, les seigneurs ténébreux, de remettre en question, pas que de remettre en question, mais de détruire complètement ces 2 genres, ces 2 sexes-là, pour miner, pour saper complètement, au point de le bloquer complètement, la rédemption progressive de l'humanité, des esprits qui passent par la procréation. Le but étant de créer une société dans laquelle ils ne vivront que des humains complètement, totalement zombifiés, qui n'auront pas de religion, qui n'auront pas de loyauté familiale, de loyauté spirituelle, qui ne sauront même pas qui ils sont, qui ne seront ni des androphores, ni des gynophores. Une société de zombies qui n'aura à l'esprit qu'une seule chose, la recherche permanente et perpétuelle d'un plaisir qu'ils n'atteindront même plus jamais. Qu'ils n'atteindront même plus jamais. La recherche d'un plaisir, et puis là je ne parle pas que de plaisir charnel, mais aussi de paix, de béatitude, de paix intérieure, une paix intérieure qu'ils ne trouveront plus jamais. Et en fait, mais pire encore, même en considérant le plaisir dans ce plaisir, cette paix ou bien ce bonheur dans sa nature purement charnelle, c'est-à-dire les plaisirs sexuels par exemple, ces gens-là seront voués à ne même plus vivre cela. Pourquoi? Parce que, entre autres, une fois que la procréation sera neutralisée, une fois qu'ils auront fait des sociétés humaines, des sociétés d'androgynes, d'andromèles et de gynomales, et la procréation même là, pour les humains, pour le nombre de personnes dont ils auront besoin pour faire tourner leur business, ils se contenteront d'insémination en laboratoire. Ah oui, allez donc voir par exemple au Japon le cas, ce que vivent comment ils s'appellent, hikikomora, ces gars qui végètent comme ça seuls parce qu'ils ne trouvent plus le courage d'affronter la vie, de sortir, de parler aux femmes, et ainsi de suite. En fait, ce sera une société dans laquelle, quoiqu'entourée de toutes sortes de gadgets électroniques, l'humanité sera dans une situation bien plus tragique qu'elle ne l'est aujourd'hui. Dans une situation bien plus tragique, mes chers amis, qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc en fait, le problème avec ce choix, avec ce qui se passe, n'a absolument rien à voir avec l'identité française, mais avec l'identité humaine. Et c'est un plan qui remonte à très 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 longtemps. Très 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 longtemps. J'ai fait allusion dans la vidéo précédente, ou celle d'avant, à ce sacré secret de la Madone, de la Joconde. Ou encore, je vous exhortais à reconsidérer le visage ou bien l'individu qui est représenté par la Tour de la Liberté aux États-Unis. Tour de la Liberté, disent-ils. La statue de la liberté. Mais de quelle liberté s'agit-il? Il ne s'agit pas de cette liberté que nous donne par exemple l'Éternel, à travers le libre arbitre, à travers le choix de le suivre ou pas. Mais non, la liberté que promet Iblis est une liberté illusoire. En fait, lorsqu'il parle de liberté, il s'agit de liberté des contraintes du Très-Haut. Et lesquelles contraintes, en réalité, ne se limitent qu'à des règles de base qui régissent la vie en communauté. Il s'agit, lorsqu'il parle de la statue de la liberté, c'est la liberté, c'est la libération du soi-disant joug du Très-Haut. Sauf que attirés par cette illusion, par ce mensonge, beaucoup les suivent pour ne découvrir qu'après qu'en fait, tonton Yahusha disait bien, il faisait bien de dire qu'en réalité le joug de son père était bien plus léger que celui du prince des ténèbres. Bref, il y aurait encore beaucoup à dire sur ce sujet, mais réservons
le reste pour d'autres vidéos. En attendant, comme d'habitude, je vous remercie du fond du cœur pour le temps que vous avez pris de regarder cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Partagez autant que faire se peut. Et rappelez-vous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur Rando Ridotto depuis la cour du palais communal de Conseillone. Sawabona et la paix de Ya. Un garçon féminin. Et ça va pas te dire des gros mots, toi? C'est elle qui m'a appris. Non mais Bonjour. Moi c'est Ophélia, enchanté. Bonjour monsieur. Alors moi c'est pas monsieur, c'est madame. Vous êtes un monsieur? Non. Si. On a reconnu que t'étais un garçon parce que t'avais la voix. Tu es plus féminine que moi. C'est choquant quoi, parce qu'elle est plus féminine que nous, alors que nous on est des femmes nées. Et qu'elle, finalement, elle devient femme par après. Et... Alors, tu es né garçon, tu t'appelais Je l'ai dit à 8 ans. Ouais. Et je le ressentais à 3 ans. Qu'est-ce que tu ressentais? J'étais pas bien dans mon corps. Je suis une fille. Et là, elle a... Ouais, c'était un peu ça, c'était très bien mis. C'était Dis-moi, en parlant de vulnérabilité, est-ce que tu as souffert de cette rumeur qui a couru sur ton compte disant que tu étais un transsexuel? Pas du tout. J'ai souffert. Bon, rassure-moi, c'est pas vrai. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, j'ai souffert le jour où j'ai fait des photos à poil. Je m'appelle Chloé, j'ai 14 ans, j'ai fait ma transition depuis le début de l'année scolaire. J'ai réalisé que j'étais pas dans le bon corps. Quand je revenais de l'école, la majorité du temps, je me maquillais. Bonjour Seriously, ici Kayona. Bonjour Seriously, ici Piche. Hello Seriously, moi c'est Kitty Space, le chaton de l'espace. Elle est folle. Non.